Nous allons parler justement de cette journée mondiale de lutte contre le cancer avec notre invité. Il s'agit donc de Madame Esma Qalbouha. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. Vous êtes professeur en oncologie médicale, tête et cou, spécialisé en tête et cou. Oui, c'est ça. Vous allez nous en parler d'ailleurs. On a choisi cette pathologie pour mieux comprendre les choses. Aujourd'hui, on n'est pas seul non plus. Aïda nous a rejoint. Bonjour Aïda. Bonjour Amel. Dans sa rubrique psychologie, aujourd'hui, vous allez nous parler justement de la prise en charge psychologique donc de ces personnes atteintes de cancer. C'est cela. Tout à fait. Voilà, c'est un sujet très difficile à aborder, c'est un sujet aussi très difficile à expliquer aux patients. Mais de toute façon, c'est ça la finesse du mot. Comment on peut vraiment trouver les ressources, comment vraiment accompagner, comment vraiment choisir. Oui. Peut-être que ce n'est pas forcément un cadre thérapeutique qui s'installe, mais voilà une parole, un professionnel qui saura le faire. Voilà. Je crois que ça reste toujours utile pour accompagner ces patients. Tout à fait. Et vous allez nous l'expliquer dans un moment. Alors, avec nous, professeur, vous êtes là pour nous parler, bien sûr, de ces différentes pathologies. On a eu plusieurs fois le plaisir de vous recevoir pour parler donc de votre travail au quotidien. Aujourd'hui, vous nous parlez des cancers assez peu connus, peu médiatisés, celui donc de la tête et du cou, à ne pas confondre surtout avec les tumeurs, vous m'avez dit, cérébrales. C'est ça, voilà. En fait, pour définir un peu les cancers de la tête et du cou, c'est des cancers de la face et des sinus maxillaires. Voilà. Et ORL. Voilà, c'est les cancers ORL, les cancers des voies aérodigestives supérieures. Donc, c'est tout ce qui touche le nez, la bouche, le pharynx et le larynx. Voilà. En dehors des tumeurs cérébrales et en dehors des tumeurs des yeux. Voilà, pour être beaucoup plus clair. Plus clair. Voilà. Alors, comment doit-on justement être alerté? À quel moment voilà, avoir ces symptômes qui peuvent nous dire, voilà, il y a un problème? Alors, effectivement, on parle souvent du sein, du poumon, des cancers colorectaux, mais peu des cancers ORL. Pourquoi? Parce que, bon, sur le plan de l'incidence, il touche quand même 700 000, on a à peu près 700 000 nouveaux cas par année dans le monde. En Algérie, il se situe au 7e rang. Donc, il vient bien après les pathologies citées, les plus fréquents. Par contre, ce sont des cancers qui restent curables à condition qu'ils soient diagnostiqués précocement. Donc, il n'existe pas de dépistage proprement dit, parce que par définition, le dépistage, c'est d'aller chercher des symptômes de cancer chez des sujets qui sont apparemment sains. Donc là, on ne peut pas le faire dans les cancers ORL. Par contre, on peut faire un diagnostic précoce, donc éviter les traitements mutilants et surtout améliorer la survie. D'accord. Donc les signes dont vous voulez parler, c'est par exemple un aft qui persiste plus de 3 semaines. C'est une boule dans le cou. En fait, c'est un ganglion, mais on peut dire comme ça, grossièrement. Excroissance ou carrément un nodule, une boule dans le cou. Il peut s'agir de difficultés de déglutition. Voilà, d'avaler. Il peut s'agir aussi de troubles de la déglutition. Il peut s'agir aussi d'un changement de la voix, une raucité de la voix. Donc tous ces signes qui persistent plus de 3 semaines devraient pousser le patient à consulter un spécialiste ORL, au dentiste ou au médecin généraliste. D'accord. Avoir aussi des troubles de l'audition? Oui, tout à fait. De l'équilibre? Tout à fait. Des troubles de l'audition, que ce soit de l'autophonie, des bourdonnements, parfois de l'équilibre, parfois des troubles visuels parce qu'il y a une atteinte d'un nerf. Voilà, parfois une paralysie de l'hémilangue. Il y a beaucoup de signes. Mais en tout cas, tous les signes qui persistent plus de 3 semaines incite le patient à aller consulter. Vous avez donc rassemblé tout cela dans un livre que vous avez appelé donc Cancer du nasopharynx, une approche algérienne. Oui, tout à fait. Toute une étude que vous avez consacrée à cela. Nous avons fait, donc, c'était un sujet de thèse qui est algéro-algérien. Donc, nous avons, sachant que ces cancers sont diagnostiqués, on va dire, dans 70% des cas à des stades avancés ou localement avancé, 30% d'emblée métastatique. Donc on s'est intéressé et on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas des facteurs pronostiques que nous ne connaissons, ne connaissons pas. Donc il y a eu des études à l'Occident sur les cancers tête et cou
mais il faut savoir que le cancer du rhinopharynx, du cavum ou du nasopharynx, c'est un cancer qui est spécifique au Maghreb et au sud-est asiatique, parce qu'il est différent des autres cancers de la tête et du cou. Donc on s'est dit, peut-être qu'il y a d'autres facteurs qu'on devrait aller chercher pour améliorer justement le pronostic. Et effectivement, on a trouvé un facteur qui non seulement a une valeur pronostique, c'est-à-dire la réponse au traitement, la survie, mais aussi un potentiel thérapeutique. Très bien. Voilà. Tout ce qui est, ça touche peut-être le Maghreb, c'est ça? C'est l'alimentation, probablement? Alors, voilà. Il est particulier. Pourquoi? Vous faites bien de poser la question. Parce que tous les autres cancers ORL ont un facteur de risque commun qui est le tabagisme et l'alcool. Ouais. On est en train de voir d'ailleurs la vidéo que vous nous avez ramenée aussi pour parler justement... Oui, c'est une campagne de sensibilisation. Que vous avez menée. Qu'on a menée il y a une année et que nous menons, en fait, on la renouvelle parce que le mois de juillet est dédié au cancer de la tête et du cou. Voilà. Donc, le nasopharynx, pour revenir au nasopharynx, il n'est pas lié à l'alcool ni au tabac, mais il est lié à l'alimentation et à un virus. L'alimentation, c'est forcément les épices, les nitrosamines, les condiments, donc tout ce qui est marqad, tout ce qui est salaison, fumaison, le qadid ou le khli', et aussi on a le beurre rance, smen. Et l'harissa traditionnelle. Traditionnelle, pourquoi? C'est la façon de faire cette harissa et de la conserver, pas industrielle. Ça donc, fait peur. Hein, voilà, il y a des matières qui sont cancérogènes qu'on appelle les nitrosamines. Et cette façon de conserver ces aliments et elle favorise en fait le développement de nitrosamines. Chez les enfants, contrairement au sud-est asiatique, on ne voit pas de cas chez les enfants. Chez nous, on en voit de moins en moins, il faut le dire, avec la réfrigération, la congélation, mais ça existe encore parce qu'on introduit très tôt l'alimentation épicée dès le jeune âge. Chez les enfants. Voilà. Donc il faut faire attention. Très attention. Alors justement, qu'en est-il aujourd'hui de la prise en charge psychologique donc, des malades? Quand vous nous avez dit vous en avez 4 en principe, donc prise en charge. C'est un terrain de stage aussi. Le CPMC est un terrain de stage. Vous avez plusieurs psychologues qui font leur mémoire, qui font parfois même leur doctorat. Justement, ça tombe très bien avec les cancers ORL parce que je vous ai dit, quand ils sont diagnostiqués tardivement, la chirurgie est très mutilante. Donc on perd la voix, on perd parfois un maxillaire. Donc sur le plan esthétique, c'est très lourd. Et donc forcément, un suivi psychologique, nutritionnel, fait partie intégrante de la prise en charge. Bien sûr. Donc nous avons une consultation d'oncopsychologie. Alors il faut savoir que tous les patients ne sont pas pour cette consultation. Elle n'est pas systématique. Elle n'est pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire non plus parce que c'est le patient qui choisit. Mais souvent, donc nos psychologues passent et les prennent en charge. Et les médecins n'ont pas forcément ce rôle premier, mais finalement vous avez un module au niveau donc de votre cursus pour justement parler de cette prise en charge. De psychiatrie. Oui. Mais quand on est bien sûr externe, mais effectivement, dans la formation d'oncologie médicale, nous avons un cours fait par des psychologues sur l'oncopsychologie. Voilà, et d'ailleurs, un des axes du plan cancer est dédié à cette oncopsychologie. Voilà, et Aïda le connaît bien. Cet axe, justement, pour prendre en charge les patients, c'est très difficile, c'est quelquefois choquant pour la personne d'apprendre qu'elle va devoir se battre et devoir se battre contre justement la mort. Moi, je dirais que vivre l'avant et l'après l'annonce, parce que vous savez, ça c'est un événement qui change, qui bouleverse la vie de toute une famille. Toute une famille. C'est l'épreuve à vivre. Et voilà qu'aujourd'hui, même si on fait abstraction, même si on va pas lire théorie, les livres, accompagner tout ça. Il y a quelque chose qu'on le vit quotidiennement, au quotidien, dans ces histoires de famille qui viennent nous raconter comment ces jeunes, ils ont rebondi après des expériences, comment ces personnes se reconstruisent. Comment ils peuvent donner du sens
Hein, vous savez, cette formule combat, chacun va la vivre différemment, suivant son histoire, suivant son âge, suivant ses réactions. Et aujourd'hui, ce que je pourrais ajouter par rapport à ce qui est installé, voilà, dans l'accompagnement de ces patients, c'est que probablement les professionnels de l'aide et le soin, mais voilà, je dirais tout ce transfert, ce bon transfert avec ces professionnels de la blouse blanche qui peuvent accompagner ces patients, peuvent lire de près comment ces personnes peuvent le vivre. Donc, pas forcément un psychologue comme ça formé dans l'accompagnement, mais voilà que le thérapeute, comment le soignant peut lire ses comportements là où ils peuvent le vivre comme quelque chose de perte, quand même, comme quelque chose qui peut menacer leur existence. Elle nous parle d'une partie extrêmement importante. Voilà l'image du corps. Vous savez que la mutilation, tout ça, ça touche une identité de l'intérieur et ça touche, ça bouleverse une vie de l'intérieur. On aura ceux qui vont faire le déni, le faire semblant, l'évitement. C'est une manière aussi de se protéger, d'éviter ce face-à-face avec la détresse. Il y en a d'autres, bien sûr, qui vont sombrer directement avec un sentiment de détresse, avec des angoisses, là où ça bouleverse complètement une dévalorisation complète dans leur structure. Et je dirais que voilà, c'est entre les deux, on va trouver les gens qui sauront, ils vont vivre la menace. Donc ce n'est pas la perte, ce n'est pas une manière de redynamiser leur vie, parce que vous savez, un symptôme comme ça dans la vie d'une femme ou d'un homme, ça change et puis ça fait des déclics. Ils vont apprécier la vie d'une manière différente, ils vont choisir les priorités dans leur vie, ils vont rebondir d'une manière différente. Mais il y en a d'autres qui sont menacés à l'intérieur, voilà, entre les deux barres, on va retrouver... Et comment justement vivre après la maladie, c'est tout un chapitre aussi. Regardez Aïda, on va suivre ensemble justement notre journaliste Leïla Benaïcha qui s'est intéressée au sujet justement de la prise en charge psychologique. Elle a rencontré pour nous donc des patients et surtout donc la personne qui va répondre tout comme vous à cette problématique. Regardez. Le cancer, une pathologie redoutable. L'annonce de la maladie constitue un choc tant pour les malades que pour leurs proches. C'est pourquoi les spécialistes recommandent une prise en charge psychologique des cancéreux pouvant alléger leur souffrance. La première des choses, il faut bien choisir les mots, l'endroit et aussi la façon et la manière comment dire au patient. Il faut d'abord qu'il soit accompagné par un parent, ou bien quelqu'un de sage, ou quelqu'un avec lui, parce que déjà le fait d'annoncer le diagnostic, un cancer, qui dit cancer dit la mort, qui dit cancer dit la souffrance, qui dit cancer dit un chemin très 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 long des soins. Le fait de lui dire que monsieur, vous avez un cancer, on ne peut pas lui dire comme ça. Il faut bien choisir les mots. Il faut bien choisir la façon, il faut aller vers le patient, il faut le préparer psychologiquement, il faut être, comment dirais-je, éprouver une certaine empathie avec la personne. Et en plus, lui, il va comprendre tout simplement qu'il a un cancer parce que la réaction, parce que les analyses, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a la biopsie, il y a tout. C'est choquant pour lui. Une prise en charge psychologique du cancéreux est une tâche délicate, basée sur l'accompagnement du malade tout au long des étapes de la maladie. Ils sont impliqués directement, psychologues, médecins traitants et son entourage. Notre intervention est indispensable et primordiale, et aussi même le médecin traitant, il peut faire ce travail. Parce que c'est lui qui est très très proche de la personne, c'est lui qui la prend en charge, il connaît la personne, il connaît son profil psychologique, il connaît sa façon de voir les choses, la perception de la maladie et tout. S'il trouve des difficultés, il fait appel à nous en tant que psy. Et on intervient. On intervient pourquoi? D'abord pour comprendre, pour aider la personne à surmonter la difficulté, à accepter sa pathologie, pour aider aussi le staff médical à faire son taf et son travail. Et aussi parce qu'il y a des moments où il y a beaucoup de gens qui nous demandent est-ce que je peux, même l'entourage, quelle sera ma réaction avec lui? Que dois-je? Est-ce que est-ce qu'on a la maladie et tout? Oui, chacun de nous peut apporter beaucoup de choses à cette personne. Le cancer ne fait aucune distinction entre femmes, hommes ou enfants.
Leur prise en charge psychologique est personnalisée. Chaque patient est un cas à part. Lorsqu'on prend le cancer du sein, il y a l'image du corps, il y a la féminité de la personne, il y a la peur d'être rejeté, soit la famille, soit le mari, soit comme ça. On prépare la personne, il faut qu'on fasse un travail là-dessus, l'estime de soi aussi. Et lorsqu'on parle par exemple chez un enfant, c'est autre chose, ça diffère, ça dépend les cas, ça dépend la perception de la personne, la maladie. Ce qu'on fait, nous, en tant que psy, d'abord, il faut aider la personne à accepter sa pathologie. Et si la souffrance et la douleur, elle est un petit peu... on utilise des techniques de relaxation ou bien l'hypnose ericksonienne pour aider la personne à surmonter la difficulté à soulager un petit peu la douleur, à surmonter l'anxiété et le stress avec les cônes un petit peu aigus. Notre rôle, c'est d'aider la personne à verbaliser et extérioriser ce qu'elle ressent. C'est ça le plus important. Afin de réduire les souffrances des cancéreux, améliorer leur qualité de vie ainsi que leur relation avec leur entourage, la prise en charge psychologique est une réelle priorité. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. Voilà, on continue donc de parler donc de cette prise en charge psychologique des patients. On l'a vu dans le reportage, beaucoup donc comme vous travaillent avec les différents donc patients, les médecins aussi qui sont là à expliquer les choses. À expliquer les choses, à accompagner une parole, à soutenir une famille. Aujourd'hui, probablement que j'en profite aussi pour ouvrir cette parenthèse du numéro vert 11, là on reçoit les détresses multiples de ces familles. Vous savez, un symptôme, il peut toucher le lien dans le couple, il peut toucher le lien avec les enfants, mais des fois c'est des familles qui explosent. Et probablement qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on était en train de parler de ces femmes fortes qui s'imposent, qui luttent, qui sont là à reconstruire leur image du corps, reconstruire leur objectif de vie. Il y en a d'autres où ils n'ont pas cette chance, là où le fardeau, l'équilibre, des fois dans la dynamique de cette famille explose. Et puis voilà, on peut retrouver des enfants victimes de ces situations, des parents qui n'ont pas les ressources pour pouvoir rebondir. Probablement aussi, il y a un manque de moyens. Cette fatigue aussi, cette fatigue thérapeutique, parce que c'est vraiment, c'est beaucoup de temps à donner et c'est beaucoup aussi de courage à porter cette maladie. C'est pour ça qu'il faut probablement voir avec extension, en dehors du symptôme et de la maladie, tout ce qui peut venir comme ça envelopper. C'est le vécu du malade qui est le plus primordial, cette violence, ce manque de moyens, cette pauvreté, ce contexte-là ambigu, là où ils peuvent se retrouver avec des charlatans, avec des thérapies qui ne sont pas adéquates, avec des formules magiques. Doit-on dire la vérité au patient, au malade lui-même, ou le dire à ses enfants, par exemple, si c'est une personne qui est en fin de vie, qui a... Vous savez, je crois que c'est ça la finesse du mot. S'il s'agissait d'une parole à dire, les choses auraient été plus planifiées, donc il suffit de dire 1, 2, 3, 4 et puis c'est tout. Mais dans la vérité et dans l'échange des individus, il y a quelque chose qui se dit dans le regard. Il y a un non-dit. Il y a quelque chose vous savez, aimer, on ne peut pas le verbaliser comme ça avec des tirades, des histoires. Il suffit juste de s'inquiéter pourquoi tu n'es pas rentré à l'heure, que ça montre à quel point on peut aimer, on peut s'attacher à une personne. Cette lecture de comportement et cette finesse de pouvoir lire entre les lignes, c'est ça qui nous donne réellement le vrai vécu. Et puis voilà, on va dire, il y a des femmes qui sont des hommes, des familles qui sont plutôt dans l'hystérie, quelque chose qui est vécu sur la table avec des mots, phrases, c'est bien dit. Et puis il y en a d'autres là où ils peuvent le vivre différemment dans le secret. Voilà, dans le secret, le non-dit. Et ce que j'ai bien aimé justement et retenu de ce que nous a dit Dr Karbouha, professeur Karbouha, vous dites la thérapie à 3
chez nous en Algérie. Ah oui, c'est une relation triangulaire. Parce que l'annonce ou même le projet thérapeutique, il ne se fait pas entre le médecin et le patient seul. Hein. C'est le médecin et le patient et toujours un membre de la famille, voire plus. Hein. Nous les limitons à une ou deux personnes, mais souvent la famille fait partie intégrante. Et il ne faut pas parler de pourcentage chez nous. Non, alors quel que soit le niveau intellectuel. Après, si le patient lui-même émet le vœu de savoir parce que j'ai un pharmacien, un médecin, enfin quelqu'un qui est au courant, oui, à ce moment-là, on peut dire. Mais sinon, chez nous, il ne faut surtout pas dire voilà, vous avez 30% de chances de rechuter. C'est traumatisant. Voilà. Ouais. Non, chez nous, dans notre population maghrébine, hein, pas qu'en Algérie, d'ailleurs, on l'avait dit avec nos collègues occidentaux et français, ils reviennent très souvent abîmés, complètement déprimés, parce qu'on leur a dit, même si on leur dit, vous avez 50% de chances de guérir. Oui. Donc, ils pensent plus aux 50% de non-guérisants. C'est ça. Donc, autant mettre des mots, autant choisir ces mots. Choisir ces mots et surtout parler de solutions. Moi, je leur dis, s'il est en récidive, en progression, on a encore des solutions à vous offrir. Donc, on a essayé ce traitement, il n'a pas marché, mais vous pouvez encore recevoir d'autres traitements. Merci beaucoup, professeur Karboual, d'avoir été sur notre plateau. Et on souhaite une bonne santé, shifal, kul mordan, Inch'Allah, à tous ceux qui souffrent en ce moment même d'un cancer, d'être soignés, surtout dans de bonnes conditions et surtout toujours entourés de leurs proches. Merci, Aïda, pour cette belle parole que vous nous offrez à chaque fois, qu'il y a des thèmes à retenir. À très bientôt, à mercredi prochain, Inch'Allah. Et puis, quant à vous, professeur, on vous dit bonne chance et bon courage pour votre travail quotidien. Dédié à nos patients, ça il faut le savoir. Merci à vous.